Bonjour, merci d'être venu. Bienvenue à cette quatrième séance organisée par le GRC avec Joseph Daher. Donc, comme vous savez, on a décidé de maintenir un des cours de Joseph à la suite de la décision de la direction d'annuler son contrat. Donc aujourd'hui, on parlera de la question de l'origine du développement du nationalisme arabe et quelques informations peut-être avant de commencer. Donc vous avez vu ce petit tract, peut-être vous l'avez reçu ces dernières semaines. Si jamais on en a aussi avec nous. Donc là-dedans, il y a des QR codes pour la pétition de soutien à Joseph Daher. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre le tract, scanner le QR code et signer cette pétition si ça n'a pas été encore fait. Et nous continuons du coup ce cycle de formation avec Joseph jusqu'en avril, mi-avril il me semble, le 12 avril, voilà. Donc maintenez la dynamique, venez et voilà. Donc bonne séance et je donne directement la parole à Joseph. Peut-être une autre information dans le cadre de ce qu'on a eu. Aussi vendredi, j'ai reçu le soutien de 3 associations académiques de langue anglaise, française et italienne dans le cadre de l'affaire. Et ils ont envoyé cette lettre également à la direction de l'université de Lausanne en critiquant et en s'inquiétant énormément du jugement, de la décision qui a été prise à mon encontre et en apportant ma solidarité. Donc juste que vous soyez au courant, c'est notamment Brismus, Sésamo et un autre. Donc voilà, c'est ce qui montre que la campagne se poursuit, aussi au niveau des collègues, donc, et grâce à vous aussi. Donc merci beaucoup encore une fois pour votre soutien. Et on continue. Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va passer sur... tu disais, j'ai mis introduction numéro 2, je ne sais plus pourquoi. Ça commence avec la fatigue, donc c'est introduction plus que numéro 2, mais en tout cas, le thème reste le même. Origine et développement du nationalisme arabe, qui va être l'idéologie dominante à bien des égards entre la période de la Deuxième Guerre mondiale, les années 40 jusqu'à la fin des années 60, et on verra avec une date symbolique qui est 1967, qui est appelée en arabe aussi la Naksa, ou la petite défaite, lorsque l'occupation de la totalité de la Palestine, mais aussi l'occupation à ce moment-là du Golan syrien, qui est occupé jusqu'à aujourd'hui, du territoire du Sinaï, qui sera rendu en 81, et cette guerre qui défera, disons, les 2 principaux régimes de la région qui représentaient ce nationalisme arabe radical, le Baas de Salah Jdid en 67 et de l'Égypte de Nasser, ça sera un peu le chant du cygne, comme on verra. Et ce qui me permettra d'introduire dans la prochaine séance, on verra les mouvements qui vont se développer de manière progressive à ce moment-là, dans les années particulièrement 70 et après, différents mouvements de l'intégrisme religieux qui domineront à bien des égards la scène politique du Moyen-Orient pendant plusieurs décennies. Maintenant, quelles sont les racines politiques du nationalisme arabe ? Ça, les premières racines, elles sont dans ce qu'on a appelé au Moyen-Orient, particulièrement aussi en Afrique du Nord, la période de la Nahda. La Nahda, ça veut dire la Renaissance. La Renaissance, c'était un élan culturel et linguistique au début. C'est une renaissance de la langue arabe pour la publiciser, pour la rendre plus accessible à la population, qui commence au début du 19e siècle, notamment en Liban, Syrie, Palestine, et à bien des égards énormément dans les monastères, les églises orientales, ont une volonté de populariser cette langue arabe. Et il y a une plus grande diffusion, c'est aussi la diffusion de l'imprimerie à ce moment-là, et de publicisation de l'évangile en arabe, des textes religieux en arabe. Et donc il y a cet élan en fait qui va commencer là, mais qui va se développer. Le premier dictionnaire en arabe aura lieu à la fin du 19e siècle, c'est vraiment aussi voir dans une perspective de renaissance de la langue arabe dans le cadre de l'Empire ottoman dans cette région du Levant. C'est aussi, et là va se développer à ce moment-là, toute une période on peut dire, d'élan intellectuel, de discussion intellectuelle dans l'élite de la région. Moyen-Orient, Afrique du Nord,
sur quel avenir pour notre région, comment remoderniser la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ça s'inscrit dans le cadre d'un Nahda. Vous aviez alors à la fois une forme de réformisme islamique avec des intellectuels de type Al-Afghani, Abdou et d'autres, donc, qui se trouvaient aussi dans l'Empire ottoman ou en Égypte. Vous avez une forme de libéralisme qui s'exprime aussi. Vous avez des formes aussi on peut dire, de pré-socialisme. Un certain auteur, Shibli Shumayel notamment, qui visitera l'Angleterre, qui aura une critique notamment de tout l'aspect de précarité des travailleurs et travailleuses anglaises dans les industries manufacturières, par exemple à Manchester et autres. Et on va se développer aussi au sein de ce nationalisme arabe une sorte qui n'est pas forcément encore une forme de nationalisme arabe, c'est une idée, il faut constituer une patrie. C'est l'idée de watan, l'idée de patrie, qui vient aussi de la question du turc. Vatan aussi se développe à ce moment-là. Et c'est faire face aussi, ça va venir particulièrement du Levant, au sein des élites intellectuelles chrétiennes du Levant, face aux massacres confessionnels qui vont avoir lieu, particulièrement en 1860, à Damas, un peu à Alep, mais surtout à Damas, et dans les montagnes confessionnelles qui ont lieu aussi dans la montagne libanaise et dans la montagne qu'on appelle plus druze, où il y a une grosse population druze jusqu'à aujourd'hui au Liban, où il y a des massacres entre chrétiens et druzes là, et à Damas c'est plutôt entre chrétiens et musulmans sunnites, qui sont pour différentes raisons. Il y a à la fois les changements socio-économiques, il y a à la fois les différentes interventions des puissances occidentales, européenne, instrumentalisation de différences, donc il y a un certain nombre de choses. Et cette idée qu'on veut construire en fait une identité qui est commune à nous. Et ça au début cette idée d'identité arabe qui va se développer. Donc le Nahda c'est à la fois un éveil culturel, linguistique, mais de plus en plus politique. Aussi, c'est un éveil politique face à que ce soit le réformisme islamique, que ce soit l'idée du nationalisme arabe naissant ou libéralisme, c'est aussi de cette idée comment moderniser nos sociétés face aux intrusions occidentales, à la baisse, disons, ou l'autoritarisme, grandissant de l'Empire ottoman. Quelle voie pour notre avenir? Quelle voie est meilleure pour notre avenir? Et il y a différentes réponses à cela, dans lesquelles le nationalisme arabe va se développer. Et ça, on trouve un peu ses origines. Très souvent, il se situe là-dedans. Mais voilà, vous avez d'autres auteurs aussi très connus qui vont être des références. Il y a par exemple Abderrahman al-Kawakibi qui va mourir et assassiné en Égypte par l'Empire ottoman. Il y a un de ces livres qui a été traduit qui s'appelle Du despotisme oriental, où il critique l'Empire ottoman, son côté autoritaire et autres, qui est à la fois, il prône une forme de nationalisme arabe, mais aussi de réformisme islamique. Vous avez d'autres auteurs, je pense à Sati al-Hassari, qui était d'ailleurs plutôt un fonctionnaire ottoman, mais qui va prôner cette forme de nationalisme arabe, etc., etc. Deux éléments majeurs qui vont permettre à la construction, matérialisation du projet nationaliste arabe, c'est les luttes qui vont se passer particulièrement à la fin de l'Empire ottoman, où il y a une montée de l'autoritarisme ottoman. Notamment dans tout ce qui est par rapport à la langue arabe, parce qu'il y a dans les régions, particulièrement du Moyen-Orient, où il y a une montée de l'autoritarisme ottoman lors du fin de la Première Guerre mondiale. C'est là où vous allez avoir aussi des famines très importantes au Liban et une partie de la Syrie créée par l'Empire ottoman. Et là, il va y avoir ce développement, et puis on va appeler aussi cette révolte arabe, qui est très connu à la télévision, on entend souvent parler de Laurence d'Arabie de manière un peu romantisée. Mais voilà, il y a une révolte qui est soutenue par une partie de l'Empire britannique, et en même temps, l'Empire britannique et la France se divisent cette région par les accords de Saxe-Picot. Et c'est la fin, le démantèlement de l'Empire ottoman, mais il va y avoir aussi une volonté de lutte face à cet Empire ottoman grandissant. Et d'ailleurs, il y a des textes de certains nationalistes arabes qui rappellent que notamment en Syrie, que les résistants à l'autoritarisme ottoman de la fin, qui marquait de plus en plus en fait un nationalisme turc, où les jeunes Turcs prenaient de plus en plus l'ascendant, et autres, et qu'un certain nombre de nationalistes arabes diront
nous nous sommes réfugiés dans les églises orientales, mais qui étaient arabes, face aux mosquées qui étaient contrôlées par l'Empire ottoman pour mener notre lutte face à l'Empire ottoman. Donc il y a des thèses qui vont aussi là-dedans. Donc il y a la question aussi de cette lutte contre l'Empire ottoman et qui va se poursuivre par la lutte décoloniale en fait, contre les mandats français, contre les mandats britanniques et autres. Et un autre élément marquant, c'est la question de la Nakba, la catastrophe. C'est aussi pour ça que j'ai mis ce cours après la question palestinienne qu'on a traité lors du cours précédent, parce que la Nakba, ça va être un onde de choc pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et particulièrement pour les populations arabes. D'accord ? La création de l'État d'Israël, soutenu à l'époque par différents États occidentaux et autres. Et donc c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a une matérialisation réellement du projet nationaliste arabe, qui va dès ses débuts avoir une version, on va dire, je ne dirais pas socialiste, mais socialisante. Okay, via une question de nécessité de redistribution des richesses, une idée de libération, mais qu'il faut comprendre dans une sorte libération des puissances étrangères. D'accord, une idée de souveraineté et autres. Et il y a les deux mouvements les plus dominants dans cette perspective, c'est bien sûr le baasisme, le nasserisme et le mouvement national arabe, le mouvement Hizb al-Qawmin al-Arab, Harakat al-Qawmin al-Arab, ça veut dire le mouvement national arabe qui était moins connu, même si tout un certain nombre de leurs personnalités vont jouer un rôle très important dans leurs pays respectifs, particulièrement sur la scène politique palestinienne, et on en a un peu parlé la dernière fois. Donc on va traiter ces trois mouvements, particulièrement baasisme et nasserisme, parce que la différence avec le mouvement national arabe, en partie, c'est qu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont appliqué des politiques, le nasserisme en Égypte et le baasisme en Syrie et en Irak. Donc ça, on a le cadre originel, si on veut, du nationalisme arabe. Comment il est né. Maintenant, comment il va se développer, particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale, et on va traiter le cas du nasserisme. Le nasserisme vient donc du nom de son leader Nasser, et comme je vais l'expliquer, va connaître une radicalisation. Son projet politique va se radicaliser et va évoluer. Souvent, quand je dis un exemple et lui va véritablement se socialiser aussi, dans une perspective plus à gauche, c'est face aux défis dont il va faire face, que ce soit aux défis nationaux, mais aussi régionaux et internationaux. Au début, ce n'est pas un projet. Nasser n'a pas une idée précise à la suite du coup d'État. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui est tout de suite au pouvoir, c'est le général Mohamed Neguib, il va faire un coup contre lui. Il prend le pouvoir en 1954. Mais l'idée principale au début, c'est de construire une Égypte moderne et forte. Okay, même, il écrit dans son livre référence, où il y a ces textes qui sont rassemblés, Philosophie de la Révolution, qu'il écrit dans les années 50, quand on se bat en Palestine, on pense à l'Égypte. Donc l'idée d'abord, c'est de construire une Égypte forte, moderne et autres. Okay, une certaine souveraineté. Mais au début, il n'y a pas une forte confrontation directe, que ce soit avec les monarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, ou les puissances occidentales. Ça va être une progressive radicalisation. D'accord ? D'ailleurs, en octobre 1954, il sera critiqué par une partie des différents mouvements politiques, soit de gauche, une partie communiste par exemple, ou du mouvement des frères musulmans, dont cet accord signé avec la Grande-Bretagne, qui ne demande pas tout de suite le retrait des forces britanniques coloniales. Mais cela, néanmoins, ne va pas empêcher Nasser de plus en plus d'afficher une position indépendante, et comme je vous dis, c'est progressif. En 1955, il va assister à la conférence de Bandung, dont il est l'une des vedettes, à côté notamment de l'Indonésien Sukarno et l'Indien Nehru. En 1955, il y a une tentative, il y a un commencement de rapprochement, notamment avec l'Union soviétique à travers la Tchécoslovaquie, où il y a des accords économiques et d'armement qui sont mis en place, échange armement contre coton. Mais c'est vraiment, et c'est là où la radicalisation va s'accélérer, c'est la plus grande, le processus que les États-Unis et la Grande-Bretagne vont essayer de mettre en place des conditions sur l'Égypte pour essayer de le pousser en dehors de son rapprochement avec l'Union soviétique. Et en voyant que ça ne marche pas forcément, les États-Unis vont annuler un prêt qui était prévu, notamment dans le cadre pour aider à la construction du barrage d'Assouan,
qui va accélérer la radicalisation de Nasser. Parce qu'il y a des prêts qui sont mis sur des conditions très importantes qui rappellent un peu les anciennes mesures qui avaient été prises à travers la dette, à travers la question du budget égyptien, qui avait permis notamment la domination britannique sur l'Égypte à la fin du 19e siècle. Okay, sur la question de la dette et autres. Et quelques semaines après l'annulation par Washington de son prêt, on a la nationalisation de la compagnie universelle du canal de Suez qui gérait le canal de Suez, d'accord ? Et cette nationalisation, qui est présentée de manière comme voilà, une mesure de souveraineté nationale face à l'ennemi britannique, face à l'ancienne puissance coloniale britannique, va provoquer quelques mois après la guerre d'octobre, qui est très souvent présentée comme l'intervention tripartite dans les manuels scolaires, mais c'est une véritable guerre qui est menée à la fois par la France, la Grande-Bretagne et l'État d'Israël. D'ailleurs, l'État d'Israël, en échange de sa participation à cette guerre, recevra la technologie nucléaire de la part de la France, notamment. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir développer leur propre arme nucléaire. Cependant, cette guerre, qui a un échec militaire total pour l'Égypte, va devenir une victoire politique immense. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est les États-Unis et l'URSS à la fois vont condamner cette guerre en disant, pour des raisons différentes, il faut que vous retirez des territoires occupés en Égypte et vous laissez l'indépendance du canal de Suez qui devient propriété égyptienne. Pourquoi ? Les États-Unis ont peur de la montée de l'influence soviétique et ça les pousse, l'Égypte, dans les bras de l'Union soviétique, ce genre de décision. Et surtout, ils n'ont pas été consultés par les 10 puissances alliées, France et Grande-Bretagne. De l'autre côté, l'URSS, bien sûr, voit ça comme une volonté des anciennes puissances coloniales de réaffirmer le pouvoir dans une région où ils veulent eux-mêmes affirmer leur influence, l'URSS, et dont les relations commencent à se développer avec Nasser. Donc il y a bien sûr même décision qui est prise de pousser au retrait de ces différentes puissances étrangères, mais pour des intérêts très différents. Mais là, et ça va renforcer l'image, la popularité de Abdel Nasser. Dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, on y reviendra, mais en Syrie, les élections qui arrivent après 56, je crois que c'est 57-58, c'est une victoire beaucoup plus importante des partis qui s'inscrivent dans le nationalisme arabe. Okay ? Et à travers la région, ce qui nous mènera par la suite à la République arabe unie, mais Nasser devient, à la fois dans la région, mais au niveau international, une popularité qui s'oppose aux anciennes puissances coloniales et un héros du monde arabe. Et c'est là où on va revenir un peu dans cette période qui nous permet d'expliquer cette radicalisation progressive et qu'il explique, si vous pouvez le lire, c'est le texte, encore son livre, Philosophie des révolutions. Dans son texte, notamment, il va affirmer que la mission de l'Égypte, elle se délimite en 3 zones. Et c'est là où il développe un peu plus sa radicalisation et une perspective régionale, en incluant de plus en plus la Palestine. Et d'autres, il y a la zone arabe, qui va devenir la zone où l'Égypte va avoir la plus grosse influence. Mais il développe aussi sur le continent africain, notamment Afrique subsaharienne, et le monde musulman. Ces 2 zones, on ne verra pas forcément un développement de l'influence égyptienne de manière massive ou significative. Mais quand il présente ça, il y a ces 3 zones, ces 3 cercles pour Nasser. Et c'est pour ça qu'on va parler, comme je vous ai dit, d'une radicalisation où le but initial est de créer une Égypte souveraine et moderne à une volonté d'une influence régionale, d'affirmer un projet politique souverain, indépendant des puissances occidentales, mais tout en gardant une autonomie face à l'Union soviétique. Parce qu'il faut savoir que l'un des principaux objectifs de la conférence de Bandung, même s'il rassemble plein de différents États, il faut savoir que la monarchie saoudienne participe à la conférence de Bandung, d'autres États qui sont plutôt dans le cadre occidental et autres, mais c'est une volonté d'affirmer l'indépendance des 2 blocs, ce qui ne plaît pas à un certain nombre de puissances occidentales. Alors que l'URSS travaillera plus facilement avec des pays qui s'affirment dans le tiers-monde, et c'était aussi dans une perspective qui s'inscrivait dans la politique de l'Union soviétique sous Staline. Disons, c'est la révolution par phase, et c'est pour ça qu'il ne dira jamais un mot à la répression
qui a touché dès les premiers jours le mouvement ouvrier ou le Parti communiste égyptien de la part de Nasser. Et à travers, en fait, il y a un certain nombre d'histoires qui racontent comment le Parti communiste égyptien enverra des communiqués de soutien à la participation de Nasser à Bandoum, malgré que ses membres étaient en prison. Donc, certains l'écrivaient en prison. Donc, pour montrer qu'il y a cette radicalisation qui va se passer. Et en 1958, qui suit donc la question du canal de Suez. Canal de Suez, Nasser, héros populaire national, mais aussi régional. Montée des mouvements nationalistes arabes, et il y a la mise en place de la République arabe unie qui réunit l'Égypte et la Syrie. On reviendra sur les raisons qui poussent une grande partie des Syriens à vouloir rentrer dans la République arabe unie ou mettre en place la République arabe unie, mais il y avait des intérêts divergents à ce niveau-là. Et même Nasser n'était pas forcément pour au début. Et il va accepter sous un certain nombre de conditions. C'est de mettre en place un régime dans lequel il a quasiment tous les pouvoirs. Il maintient les partis politiques syriens sont interdits et doivent rentrer dans le cadre du parti de Nasser. Et il va maintenir une domination très forte sur la Syrie et voilà, elle va être dans une position subordonnée. Et on continue, mais au niveau de la population, c'est vu de manière extrêmement positive. D'ailleurs, on a des manifestations à ce moment-là. Je vous rappelais le premier cours où il va y avoir des interventions de puissances occidentales, notamment au Liban et en Jordanie, pour empêcher des tentatives ou bien de coups d'État ou de soulèvements populaires qui appellent à l'unité avec la République arabe unie. C'est très fort au sein de la région, notamment au Liban, en Jordanie, qui veut rejoindre cette idée d'unité arabe qui est dominante. Et Nasser continue sa radicalisation. En 1961, il promulgue toute une série de lois qui sont en faveur d'une mesure d'étatisation, nationalisation de l'économie, nouvelle phase de réforme agraire, qui est encore plus radicale que celle de 1958, limitation de la fortune et taxation lourde des hauts revenus, ainsi que des mesures favorables aux salariés. Parce qu'à l'intérieur de l'Égypte, il y a une tentative de défi qui est de plus en plus menée par une partie de la bourgeoisie égyptienne qui reste, une partie de l'ancienne féodalité. Et c'est là, face à ces menaces internes, il radicalise ces mesures de socialisation, d'étatisation de l'économie. Pourquoi ? Parce que ça coupe le pied sous cette ancienne classe bourgeoise, féodale et autres, qui a de plus en plus de mal d'agir et donc de mobiliser face à lui. Il constitue un nouveau front politique qui s'appelle l'Union socialiste arabe, où voilà, ce qui lui permet, c'est le parti unique, entre guillemets, mais avec une forte radicalisation où différents segments de la population sont représentés. Cette nouvelle radicalisation va être saisie, mais ce n'est pas l'unique raison, par une partie, disons, des courants droitiers, mais pas simplement, en Syrie, pour dire on arrête cette République arabe unie parce qu'il y a des mesures qui vont trop loin au niveau social. Et il y a un coup d'État qui est appelé conservateur, mais qui sera soutenu par de larges fractions, j'ai envie de dire, de la scène politique syrienne. Même une partie de la gauche, parce qu'elle était ou subordonnée, ou mise de côté, ou tout simplement réprimée. Et dès lors, voilà, il y a une volonté mais je reviendrai sur les raisons sur la Syrie plus tard. Mais voilà, il y a cette fin de la République arabe unie à ce moment-là. Mais cela n'arrête pas la continuation de la radicalisation du projet national égyptien, que ce soit sur interne ou externe. Oui. La radicalisation, elle passe par quoi exactement ? La première chose, c'est le refus du prêt par les États-Unis, FMI, etc., pour la construction du barrage de Suez, et surtout le défi posé par les anciennes puissances coloniales qui mènent une guerre à la suite de la nationalisation du canal de Suez. Et il comprend que dans l'ordre politique des choses, que ce soit interne, une partie de la bourgeoisie grandissante lui pose un défi, et qu'au niveau international, les États-Unis, puissance occidentale, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que lors de la guerre du canal de Suez, Nasser, il est présenté dans la presse française comme un nouveau Hitler. Il utilise ces termes. Et il parle de la nationalisation du canal de Suez, qui est un peu schizophrénique, comme, voilà, il y a une occupation, comme si c'était la Rhénanie et autre chose. Donc il y a un renversement complet des rôles,
est présenté comme le nouveau nazi. Donc lui, en voyant cela, défi interne et externe, il comprend que pour se maintenir au pouvoir, il faut des mesures de radicalisation. Et c'est là où le projet national égyptien va se radicaliser, son idéologie va se radicaliser, et comment il comprend aussi qu'il y a des liens par rapport à la région. C'est de la même manière, si vous vous rappelez, il y a 2 séances qu'on parlait des dynamiques au sein de la région, il y a le pacte de Bagdad à un moment qui est mis en place. Et c'est lui aussi qui va appeler à son opposition. Pacte de Bagdad qui rassemblait, si vous vous rappelez, l'Angleterre, la Turquie, l'Irak, Pakistan, dans une perspective de lutte contre le communisme. Mais lui perçoit cela surtout comme une lutte contre toute forme de projets souverainistes et autres. Okay, et dans ce cadre-là aussi, ça va le rapprocher dans son alliance avec l'URSS. Donc ça, c'est les origines qui expliquent et pour asseoir aussi son projet national égyptien de radicalisation, il va s'appuyer sur des bases sociales qui sont majoritairement constituées de la petite paysannerie, des travailleurs et autres, et dès lors, il a besoin de cette radicalisation économique. D'accord ? D'autres questions ? Vous arrêtez pas, hein ? Oui ? Dans cette radicalisation, l'idée, c'est d'être... Est-ce qu'il y a une forme de clientélisme dans le sens où il a besoin d'avoir un ancrage, entre guillemets, social, populaire, je vais l'appeler comme ça, mais c'est ça aussi l'idée, ou est-ce que c'est vraiment une conviction, ou comment on peut expliquer au-delà de ce qui se passe à l'extérieur, comment lui pourrait, parce qu'il aurait pu essayer de, au contraire, jouer avec le vent, pourquoi il se durcit, entre guillemets, comme si ça n'a pas l'air. Il y a toute une série de mouvements, et c'est pour ça que je dis plus tard par la suite, ces mouvements du nationalisme arabe s'inscrivent dans les mouvements tiers-mondistes. Pour asseoir leur souveraineté, asseoir leur base sociale, politique et autres, ils sont obligés de rentrer dans cette forme de radicalisation. Ce qu'il faut comprendre dans le développement économique des pays de la périphérie, ou dit du sud global, les dynamiques économiques sont des dynamiques économiques où, et c'est ce qu'on appelait notamment l'ancien économiste égyptien, Samir Amin, la bourgeoisie compradore. Cette bourgeoisie compradore ne tire pas directement, je vais dire ça d'une autre manière, tire son développement d'accumulation de capitaux par le sous-développement de sa propre économie. Et eux n'ont aucun intérêt à voir se développer leur économie nationale sur des bases productives et autres. Donc c'est des grands propriétaires terriens qui fournissent les biens dont ont besoin les grandes industries européennes, mais voilà, ils le fournissent de manière brute et ces produits reviennent travailler et donc rendus plus chers à la place de développer sa propre économie nationale. Donc cette partie du secteur et qui dominait l'Égypte, la Syrie et autres n'avait aucun intérêt de voir se développer les services d'État, de voir se développer une économie nationale indépendante et autres. Donc dans ce cadre-là, pour couper le pied de cette classe politique, on s'engage dans ces politiques économiques radicales. Et cette classe sociale était très souvent soutenue par les anciennes puissances coloniales. Donc c'est comme ça qu'on comprend. Il ne s'agit pas d'une question de clientélisme. Le clientélisme pourrait se développer à un moment donné, et va se développer, il y a une augmentation des institutions étatiques. On va passer de quelques dizaines de milliers d'employés d'État à des institutions étatiques qui étaient relativement marginales, à devenir, et c'est ça pourquoi on les caractérise de capitalisme d'État, c'est-à-dire l'État devient le moteur de l'investissement économique, le moteur du développement national. Et oui, les services d'État vont disposer de plusieurs millions de personnes. Donc après, il y a peut-être des corruptions, des méthodes de corruption, comment on recrute. Mais ce qui est la question, c'est quelle politique économique, quel développement et pour quelle classe sociale. Et en majorité, que ce soit les Nassériens égyptiens ou le Baas, leur leader, c'est une petite bourgeoisie issue des zones périphériques, rurales, ou une petite bourgeoisie des villes, ou des fonctionnaires d'État et autres, ou de l'armée, typiquement Nasser. Et c'est comme ça qu'on comprend cette radicalisation. C'est face aux défis, que ce soit à la fois nationaux et étrangers. Pour donner une comparaison que je donne souvent,
c'est, si on regarde la politique, et c'est plus contemporain, c'est celle de Chavez, Hugo Chavez, lorsqu'il y a un premier coup d'État qui est contre lui. Il n'a pas forcément un programme de socialisme du XXIe siècle et autres là. Plutôt, il s'inscrit dans cette catégorie de généraux de l'armée en Amérique du Sud qui veulent une certaine forme de modernisation, mais sans parler de socialisme et autres. Le coup d'État qui est mené par la frange de droite de l'armée avec le soutien des États-Unis vont le radicaliser vers la gauche. Ok ? Donc c'est intéressant de voir comment ces phases accélèrent ces radicalisations. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça va ? Dans cette phase de radicalisation, comme je vous dis, qui a pris, alors on a vu les aspects économiques. Pardon ? Une question ? Les États-Unis, ils n'ont rien obtenu du soutien qu'ils ont apporté à Nasser en 1956. Par rapport au canal de Suez ? Ouais, ou même par rapport à la politique de Nasser. Parce que du coup, il s'est rapproché plutôt de l'URSS. Le véritable rapprochement va avoir lieu dans les années 70 avec Sadat. Non, il va plutôt s'inscrire dans l'opposition et le nationalisme arabe sera perçu dès lors comme étant dans l'ère d'influence ou la zone d'influence du communisme, et il faut s'y opposer. La doctrine Eisenhower, comme on l'a vu il y a 2 cours, c'est de dire s'opposer à toute forme de pouvoir politique ou d'influence politique qui pourrait être ou est de l'Union soviétique ou s'approche. Et donc le nationalisme va s'opposer aux clients également des États-Unis dans la région, particulièrement l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe. Et donc voilà, donc il y a d'abord, et de plus en plus, Nasser va avoir une influence en dehors de sa région, par des forces politiques, mais notamment dans la guerre du Yémen, où il va soutenir le coup d'État républicain. Et c'est là où on voit que le Moyen-Orient ne peut pas être simplement expliqué par des questions confessionnelles. L'Arabie Saoudite va soutenir l'imama yéménite, qui sont majoritairement issus. Ce sont la minorité zaïdite, issue du chiisme. Ils vont soutenir politiquement, militairement l'imama zaïdite face aux troupes républicaines qui sont majoritairement sunnites. Mais ce n'était pas la question de confessionnel, c'est la question de quelle influence politique. Et donc lui va soutenir les troupes républicaines en 62, il va investir beaucoup de forces armées. Et on voit aussi cette montée du nationalisme arabe à travers la région, où on a des coups d'État en 63 en Syrie, mais aussi en Irak, en Algérie, oui, aussi, c'est pas des coups d'État en Algérie, pardon, c'est en 1970, c'est Boumedienne qui arrive, mais c'est qu'ils adoptent un peu cette forme de modèle étatiste, nassérien, basé sur le capitalisme d'État, grosses institutions publiques, rôle de l'armée relativement important, etc. Donc on voit qu'il y a cette inspiration. La Naksa, comme je vous ai dit, la défaite, la guerre des 6 jours, c'est un grand choc au niveau interne, où Nasser, à la suite de cette défaite, démissionne. Après, selon les historiens, les différents analystes, et un peu, je pense, des deux, il y a à la fois les services internes égyptiens qui ont mobilisé la rue en demandant le retour de Nasser au pouvoir, mais il avait aussi une véritable popularité. Donc il y a un peu un mix des deux, et donc il revient sur sa décision de démissionner. Mais c'est un peu le champ du cygne pour le nasserisme. C'est quelques mois après aussi le retrait de ces forces armées du Yémen du Nord, et aussi à l'intérieur, bon ça et on y reviendra plus tard, c'est aussi un moment de radicalisation au sein du Moyen-Orient d'Afrique du Nord, mais aussi qui s'inscrit dans une dynamique internationale. Les années 67, 68, on dit l'ère est rouge. Il y a un mouvement estudiantin en Égypte qui dit, en fait, notre problème, c'est qu'on ne va pas assez loin dans la réforme, dans la volonté de changer notre société. Et il y avait ce livre fameux de l'auteur égyptien Sadiq Jalal-Azem, auteur marxiste syrien, qui a écrit un livre à ce moment-là en demandant justement, on n'est pas allé assez loin dans nos réformes, dans notre parcours vers la gauche, et c'est ce qui explique la guerre de 67, la défaite de 67 particulièrement. Et aussi une demande de plus grande démocratie par ce mouvement de protestation. Nasser, face à ces pressions par en bas qui arrivent, va promettre l'instauration d'un pluralisme politique, mais, et c'est ce qu'un certain nombre de régimes nationalistes arabes plutôt conservateurs et
successeur ira un peu dans le même sens, seulement après la libération du Sinaï, occupé par Israël, qui sera finalement libéré en 81, mais le pluralisme politique restera toujours limité, même si lui-même va mourir en 1970. Mais voilà, il y a cette défaite de 67, et comme pour le reste des régimes nationalistes arabes, symbolise un peu les limites de leur projet politique, leurs limites de projet aussi d'une construction nationale indépendante, l'instauration d'une société plus égalitaire et plus juste, où il y a une volonté encore d'aller plus loin d'une partie de la population. C'est un révélateur de faiblesse de cette expérience, et il y a une critique de plus en plus importante qui commence à se développer face, et ce qu'on va voir, c'est aussi pourquoi les gens veulent aller plus loin, parce qu'il y a une partie des révolutions, de la révolution égyptienne qui a été, entre guillemets, comme, et ça sera l'auteur du film, Youssef Chahine, qui fera un film là-dessus, réalisateur égyptien très connu, sur cette nouvelle classe qui pollue, qui empêche la révolution d'aller jusqu'au bout. C'est ceux qui, officiers supérieurs, technocrates, paysans enrichis, bourgeoisie d'État, qui en fait empêchent la révolution de 52 d'aller jusqu'au bout, dans la justice sociale, dans le développement économique et autres. Et qui en fait, cette nouvelle classe sera la base de classe de Sadat, du conservatisme qui va arriver, de ce nouveau, disons, continuation du régime égyptien, mais c'est vraiment le versant de droite du nationalisme arabe qui sera marqué par l'arrivée au pouvoir en Égypte de Sadat, après la mort de Nasser, et de Hafez al-Assad en Syrie en 1970. Et donc ça c'est sur la période, on peut dire, de Nasser, et la guerre de 6 jours est vraiment symboliquement révélateur des limites et marque un peu la fin de ce nationalisme arabe radical, que ce soit en Égypte et dans le reste de la région. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'Égypte, avant qu'on passe à la Syrie et le baasisme? Oui. Par rapport aux autres partis politiques, il y avait une représentation totale, enfin là, tu as dit la représentation du Parti communiste et du nationalisme des frères musulmans, et donc c'était un régime de parti unique. C'était une forme de parti unique dans lequel il y avait des courants plus droitiers et de gauche. Par exemple, dans les années 60, il y a une libération d'un certain nombre de membres du Parti communiste parce que la charte, la constitution qui va être mise en place est beaucoup plus, affirme, il y a une phraséologie socialiste ou socialisante, et affirme que le régime est socialiste à ce moment-là. Donc on va parce qu'il y a aussi des mesures extrêmement radicales qui sont prises au niveau économique, réforme agraire massive, nationalisation d'État et autres de secteurs très très importants. Et on va, à ce moment-là, il va y avoir un journal qui est mis en place ou bien une presse beaucoup plus radicale. Mais non, c'est une phase de parti unique, quasiment, dans lequel, dans le courant de l'Union socialiste arabe, il y a des courants plus droitiers et de gauche et du centre. Mais sinon, que ce soit sa droite ou sa gauche, est réprimé. Frères musulmans et Parti communiste. Et il y a deux répressions très violentes contre les frères musulmans, c'est après 54. Au début, après le coup d'État des officiers libres égyptiens, il y a une forme d'alliance entre les officiers libres et les frères musulmans. Cela va être refermé après 2 ans, et il va y avoir répression très violente, notamment de la part de Nasser. Et après, une nouvelle répression très violente dans les années 60, dont un membre des frères musulmans qui inspirera idéologiquement, j'ai envie de dire, une partie des futurs mouvements djihadistes, c'est Saïd Qutb, qui sera réprimé, assassiné, torturé en prison en Égypte. J'ai vu une main se lever. Ouais, j'ai hésité, mais ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire en gros, c'était l'idée du parti unique. On est d'accord, il n'y a pas l'idée de démocratiser, on va dire, la vie, la politique en soi. C'est-à-dire qu'on a beau voir que le programme, on va dire, économique est socialisant ou socialiste par défaut, parce qu'en fait, il est tenu à ça, mais par contre, politiquement, c'est pas socialiste, c'est pas démocratique. Non, alors ça, en tout cas pas. Voilà. Non, et ça va être une des reproches. En fait, le régime de Nasser a constitué les bases du régime autoritaire qui existe jusqu'à aujourd'hui.
De même qu'il y aura tout un certain nombre de partis politiques syriens ou de personnalités qui vont accuser le Nasser et le nasserisme d'avoir posé les bases du futur État autoritaire qui aura lieu à partir de 63 avec le Baas, parce que de 58 à 61, en Syrie, sur la République arabe unie, ça met un peu fin à la dite démocratie libérale qui existait en Syrie, qui est très romantisée, mais où il y avait des débats démocratiques, des manifestations et autres. Et entre 58 et 61, le parti Baas doit se dissoudre et rentre dans ce parti un peu unique. Mais sinon, le Parti communiste il refuse cela et est très réprimé, massivement, et aussi les partis kurdes. Là, c'est à un moment donné où ça commence aussi la répression contre les mouvements kurdes en Syrie, et d'autres personnalités, donc groupes seront très réprimés. Et l'idée, mais ça c'est ce qu'on retrouve aussi dans la question d'autres mouvements tiers-mondistes, ce qu'il faut replacer dans l'époque, c'est que le modèle de démocratie libérale, qui caractérise un certain nombre de pays post-indépendance, parfois. Pas tous, mais une partie, par exemple en Syrie, en Égypte, sous la monarchie, il y a une forme de pluralisme tolérée, même s'il y a des formes de répression, mais elle n'apporte pas développement. Et ce que je verrai avec la Syrie, ça reste des sociétés très inégalitaires, très très inégalitaires. Il faut savoir que c'est l'élite bourgeoise, libérale, féodale en partie, ou des marques féodales en tout cas, qui dominent ces pays. Il y a des formes d'élection, mais il y a un sous-développement énorme, particulièrement des régions rurales et autres. Et l'idée de liberté, qui est prônée par un certain nombre de ces partis, que ce soit Nasser, c'est une liberté par rapport à la domination des puissances étrangères. Ce n'est pas une liberté à l'intérieur. Et pour eux, ils disent, pour arriver à une véritable liberté, il faudra un développement qui sera économique et social, mené par l'État, par l'armée, pour permettre de poser les bases d'une future société plus égale. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, au début, il y a un certain nombre de ces partis ont une certaine popularité. Vous parlez avec les anciennes générations égyptiennes, pour un grand nombre de personnes, la possibilité d'aller à l'université, d'avoir de la santé, et qui dépasse simplement les grands centres-villes, c'est à partir de ces moments-là, au Baas aussi. Et les retours en arrière de ces réformes radicales vont être la fin de leur popularité. Mais donc voilà, c'est comme ça que c'est perçu. Donc c'est pas une question, il n'y a pas, et j'y reviendrai, ce qui est commun dans ces différents régimes nationalisme arabe, c'est bien sûr l'absence de démocratie. Ok ? Maintenant sur la Syrie et le Baas, c'est tout d'abord comprendre, et c'est ce que je viens d'expliquer un peu, la Syrie post-indépendance de 1946, elle est dominée par les villes et surtout la bourgeoisie des villes. Okay, les deux partis principaux entre 1946 et 1963 qui dominent le paysage politique, c'est un parti qui est, je crois, le bloc national, c'est la bourgeoisie de Damas qui la domine, et l'autre, c'est le parti du peuple, qui c'est la bourgeoisie d'Alep qui domine. Donc ils se partagent le pouvoir avec des alliances différentes. Généralement, Alep plus proche de la monarchie hachémite, d'Irak et autres, pour les liens commerciaux qu'il y avait énormément avec notamment Mossoul et autres. Et à Damas, c'est plutôt l'alliance avec la monarchie saoudienne. Et c'est pour ça que vous avez ce fameux livre de Patrick Seal, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un historien britannique qui était plutôt à la fin de sa vie copain avec Hafez el-Assad, en tout cas qui avait fait sa biographie. Et c'est la post-indépendance, c'est la période de struggle over Syria. C'est la lutte pour la Syrie. Et plusieurs pays vont souvent faire des interventions sur la scène politique et autres. Et aussi, il va y avoir un certain nombre de coups d'État qui vont avoir lieu à différentes reprises. Le premier en 1949, ensuite 52, 53, après retour à la démocratie, une forme de démocratie libérale 58, mais des grosses inégalités sociales. Et c'est dans ce cadre-là que va naître le parti Baas, juste un peu avant l'indépendance, mais qui va se matérialiser après l'indépendance. Le parti Baas, qui veut dire la résurrection en arabe. Deux membres très connus, on pourrait rajouter un troisième, qui est Saki el-Zarzouzi, qui venait du Sanjak d'Alexandrette. Donc pour la petite histoire, le Sanjak d'Alexandrette, qui est actuellement c'est Antioche, Antalya, en Turquie, c'était un territoire syrien, donné
lors de la Deuxième Guerre mondiale par la France pour garantir la neutralité de la Turquie. D'accord ? Et c'est le berceau du christianisme oriental en partie. Si vous regardez toutes les grandes églises orientales, ils ont tous un patriarche qui est dit patriarche d'Antioche et du reste du monde. Et ça vient de cette période. Ok ? Mais bon, les deux personnages principaux connus, c'est Michel Aflaq et Saladin Bitar, qui étaient de Damas. Un chrétien donc et un musulman sunnite, qui a toujours été un symbole, disons pour le Baas, de montrer leur diversité. Le premier congrès, il a lieu en 1947 dans la capitale syrienne, et en présence de plus de 200 participants qui viennent un peu de presque tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où il y aura des sections régionales. Vous avez jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je crois, en tout cas la dernière fois, il faudrait que je recheck, mais il y avait un parti Baas en Tunisie, même il y avait une branche irakienne, syrienne, selon qui était avec, et en Algérie aussi. Donc il y avait toujours, et jusqu'à récemment au Liban aussi, mais qui étaient plutôt des, comme on dit en arabe, des dakakines, ça veut dire des petites commerces qui recevaient de l'argent pour avoir une activité politique au service des États du dit Baas. Le mot d'ordre du Baas, c'est unité, libération, socialisme. Donc, unité, et c'est le mot d'ordre du Baas depuis le début, c'est la question de l'unité arabe. Okay ? C'est au centre de la doctrine du parti. Liberté, comme j'expliquais, c'est plus par rapport à liberté aux États étrangers. Okay ? Et dès le début, si vous regardez, il y a vraiment cette idée, on n'est ni Est ni Ouest. Indépendance à la fois du communisme et à la fois des pays occidentaux. D'ailleurs, aussi, eux, vont avoir des fois des perspectives, voilà, le socialisme, ça n'a rien à voir avec l'arabisme, en tout cas le communisme, communisme. Et le socialisme, c'est une forme de plus de redistribution des richesses plutôt qu'un socialisme pensé, réfléchi. Mais c'est s'opposer, dans leur socialisme, leur principal ennemi, c'est pas forcément le propriétaire d'une industrie manufacturière, c'est les anciennes élites féodales, ou à leur époque plutôt les élites féodales et bourgeoises qui contrôlent le pays et qui sont affiliées aux intérêts des puissances occidentales, que ce soit au niveau politique et économique. D'accord ? Donc c'est pour eux, leur socialisme, c'est dans ce cadre-là. Encore une fois, il faut se replacer après la Deuxième Guerre mondiale, et aussi ce qui explique le modèle politique un peu mis en place par un certain nombre de pays dits de la périphérie ou du tiers-monde et Nassez-Marais, il s'inspire pour beaucoup de l'expérience soviétique de Staline, avec les négatifs et les positifs. Dans quel sens ? Pour eux, la Russie, c'était aussi un État arriéré, à bien des égards. Et quand je dis arriéré, dans le sens de développement économique et autres. Eux, ce qu'ils voient de l'extérieur, c'est ce qu'a pu faire l'Union soviétique en quelques décennies après la Révolution. Ils voient de l'extérieur un État avec une certaine industrie, une puissance militaire relativement importante et qui a pu affirmer une certaine forme d'indépendance. Et ça impressionne. Le côté démocratique, bien sûr, qui est absent, n'est pas de leur principale préoccupation. D'accord ? Et dans ce cadre-là, ce modèle de développement a pu représenter un modèle à suivre à bien des égards. Donc c'est aussi pour replacer la question auparavant. Aussi, on a souvent présenté le Baas comme un parti laïque. En soi, le parti Baas ne s'est jamais présenté comme un parti laïque, mais d'orientation laïcisante. Mais depuis le début, il y a un mixte où l'islam est présenté comme, en fait, le prophète Mohammed est présenté comme le premier grand nationaliste arabe. C'est celui qui a pu unir finalement les Arabes. D'ailleurs, il y avait une certaine moquerie très souvent que celui qui était le plus souvent à dire ça, qui allait à l'université de Damas, où il avait fait ce fameux texte, le prophète Mohammed et l'unité arabe, où voilà, c'est Michel Aflaq, donc le chrétien, qui présente le prophète Mohammed comme le principal, voilà, premier nationaliste arabe, et que l'islam est l'élément le plus précieux dans la construction du mouvement national arabe. Et donc il y aura toujours un peu un mixte entre les deux. C'est pour ça que cet aspect laïcisant ne sera pas mis aussi en avant. Et très souvent, ils seront aussi accusés à différentes... cela n'empêchera pas l'accusation qui est faite au Baas d'être un parti athée et en plus créé par des mécréants. Souvent des intégrismes religieux, que ce soit en Irak ou en Syrie, ce sera une accusation qui reviendra assez souvent. Les classes sociales qui disputent du Baas, c'est principalement, encore une fois, de la petite bourgeoisie surtout rurale,
Et dans les régions rurales de Syrie, pas uniquement, mais vous avez beaucoup de minorités religieuses. Pourquoi? Encore une fois, pas simplement. Au sein de l'Empire ottoman, c'était un empire ottoman qui, tout en reconnaissant les minorités religieuses, particulièrement chrétiennes et juives, qui étaient représentées au sein du Miyet. Miyet, ça veut dire un système de nation. Okay? Chaque patriarche, chaque représentant religieux de confession juive avait sa représentation. Pour les minorités islamiques, c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait des phases de tolérance, mais en tout cas, ils devaient adopter le principe de l'islam sunnite comme dominant. Et donc, un certain nombre de minorités religieuses vont se concentrer dans certaines régions qui étaient ou bien plus difficiles d'accès, ou c'était plus compliqué d'y avoir. Et pas forcément dans les villes, où c'était plus facile pour de les attraper, de les réprimer et autres. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'on trouve un certain nombre de minorités religieuses dans les zones rurales, particulièrement présentes en Syrie. Encore une fois, vous aviez aussi des populations musulmanes sunnites et autres, mais vous aviez un certain nombre de ces minorités religieuses. Et qu'est-ce qui va aussi les attirer, un certain nombre de minorités religieuses, aux bases? C'est l'idée de socialisme, d'égalité, mais aussi cette orientation laïcisante pour qu'ils échappent à leur statut minoritaire, d'accord, qu'ils soient acceptés par le reste de leur société, au-delà de leurs référents identitaires, qu'ils soient tribal, régional ou confessionnels. Faire partie de manière égalitaire au reste de la société. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils vont recruter pas mal au sein des minorités religieuses islamiques ou chrétiennes, mais aussi dans la périphérie, notamment Dera. Dera, je ne sais pas si vous savez, c'est là où est un peu le berceau de la révolution syrienne de 2011, qui était historiquement un bastion de recrutement du parti Baas. Les zones périphériques aussi du nord-est, vous avez énormément d'Arabes sunnites qui venaient de ces régions qui étaient baasistes, ou des régions rurales et autres. Donc vous avez ces différentes classes sociales qui, au sein du Baas qui étaient présentes. Aussi, au niveau des villes, c'est en particulier ceux qui étaient dans le corps enseignant, écoles, profs et autres qui vont rejoindre. Michel Aflaq, notamment Saladin Bitar, était corps enseignant, aux journalistes et autres, et aussi au sein de l'institution militaire. Les corps officiers, il va y avoir toujours une grosse bataille au sein de l'armée syrienne entre différents, orientations politiques à ce niveau-là. Le Baas va devenir le parti Baas arabe socialiste après l'union qui va être faite avec le Parti socialiste arabe. Je crois qu'il y a un livre qui a été traduit en français, mais je ne suis pas sûr, mais en tout cas en arabe, de Akram Houlani, qui va être le premier député au sein du Parlement syrien à être véritablement représentant un peu des paysans. Et lui, il va mener un certain nombre de luttes contre les féodaux à Hama, dans cette ville, où les grands propriétaires terriens, répriment très souvent des révoltes paysannes. Lui, il va se devenir leur porte-parole. Et il aura une très grosse base populaire, notamment dans la paysannerie. Il sera élu député, comme je vous ai dit, en 1952. Et ils vont fusionner, tout en gardant un peu une certaine autonomie, ces deux partis. Mais ils vont officiellement devenir un seul à partir de 1953, ce qui va aussi un peu plus socialiser ou radicaliser le discours social du parti Baas et lui permettre de développer aussi sa base sociale et populaire. En 1958, j'en ai parlé un peu avant, mais du côté syrien, l'unité, elle est faite sur des dynamiques complètement différentes. Alors, il y a la montée d'un côté du nationalisme arabe, vous avez le parti Baas qui appelle à l'unité arabe, mais au sein de l'armée, vous avez des divisions. Côté plus droitier, côté plus de gauche, certains qui veulent l'unité avec le royaume hachémite de Jordanie. Donc les côtés plutôt droitiers, d'autres qui poussent plus pour aussi l'unité avec l'Égypte. Donc c'est aussi une solution pour eux de se débarrasser de problèmes en rendant l'unité avec l'Égypte. Pour une grande partie de la bourgeoisie syrienne, ce qui peut vous paraître surprenant, soutenait l'unité avec l'Égypte sur deux aspects. Accès à un marché d'exportation très important. Deuxième chose, on espérait que Nasser réprime les communistes comme ils avaient fait en Égypte.
Donc sur ces deux aspects, et c'est avant la phase de radicalisation de Nasser sur les questions sociales, hein, programme, réforme agraire et tout ça. Donc eux, ils espéraient cela. Et vous aviez différentes interventions étrangères qui souhaitaient plutôt l'unité avec eux-mêmes, notamment l'Irak et la Jordanie des Hachémites. Donc il va y avoir une forme d'unité, mais elle sera caractérisée, c'est pour ça qu'il va y avoir une certaine forme de désillusion, et que ce coup d'État en 61 est véritablement poussé par les partis plus conservateurs, droitiers, mais pas simplement. Il y aura un soutien populaire parce que c'est perçu comme le début de l'établissement d'un État autoritaire de plus en plus important, des services de sécurité et autres, et il y a une soumission de facto de la Syrie, au niveau politique et autres. Mais ça sera simplement un aparté. De 61 à 63, quand les anciennes élites reviennent au pouvoir, et syriennes, 63 c'est la fin. C'est le coup d'État mené par le Baas, mais pas simplement, il y a d'autres aussi nationalistes arabes dedans, qui met fin historiquement à la domination des anciennes élites féodales, bourgeoises, majoritairement constituées de leadership arabe et musulmane sunnite. Et c'est les nouvelles forces sociales issues principalement des zones rurales, aussi qui se composent de minorités, et de la périphérie qui arrivent au pouvoir en 63. Et à bien des égards, ce coup d'État de 63, c'est une réponse à la crise sociale qui touche les classes populaires rurales depuis l'indépendance, et même a priori depuis avant. Et c'est une réaction, à bien des égards aussi, des villages ou des zones rurales face aux notables urbains qui n'ont pas joué leur rôle de développement économique. Et là, on revoit le lien que je vous disais, il y a un peu une désillusion sur le modèle démocratique libéral. Ok, on va voter de temps en temps, mais notre situation ne change absolument pas. Et on espère qu'avec ce coup d'État, par des militaires, soutenus par une partie du parti Baas, qui promet une forme de socialisme, de redistribution des richesses, qu'on va se débarrasser aussi de ces anciennes élites féodales, et qu'on va adopter aussi une position plus radicale par rapport à la Palestine, que notre quotidien va changer. D'accord ? C'est comme ça qu'on comprend aussi cette arrivée au pouvoir. Et, en l'occurrence, il y a une phase de radicalisation du Baas, aussi, de 66 à 70, qui va entraîner des réformes agraires, de nationalisation d'une grande partie des actifs privés et création d'un large secteur public. D'ailleurs, cette radicalisation du Baas va mettre dehors les fondateurs du parti Baas. Michel Aflaq, Salah-Eddin Bitar, qui était plutôt dans une phase de social-démocratie, qui était plutôt dans une phase de chercher des alliances avec une plus grande partie de la bourgeoisie. Eux, non, s'inscrivent dans un truc, ils sont un peu, ils s'inspirent aussi de cette radicalisation au niveau régional et international. Ils appellent aussi par le modèle un peu de Mao, de cette guerre de mobilisation populaire, ils vont encourager la résistance palestinienne à s'établir en Syrie, à établir des camps, à lancer des attaques depuis la Syrie face à Israël et autres, de 66 à 70. Plus, ils sont plus dans il faut une révolution sociale pour permettre une véritable révolution et ne pas chercher des alliances ou une forme de compréhension avec les États dits réactionnaires, particulièrement la monarchie du Golfe, monarchie jordanienne, et dans une phase beaucoup plus radicale. Et ça doit aller avant, ils disent, eux, l'unité arabe. Et c'est pour ça qu'ils sont en contradiction avec les fondateurs originels ou initiaux du parti Baas qui disaient c'est d'abord la question de l'unité arabe. Et ils vont être traités par les principaux fondateurs comme Marc Cizan et autres. Hein. Donc ils vont véritablement, et c'est là où vous avez aussi, comme en Égypte dans les années 60, on réduit énormément les inégalités sociales. On voit plus de développement productif de l'économie, développement des secteurs de santé, de l'éducation, qui arrive pour la première fois dans les villages. Il faut vraiment se rendre compte à ce moment-là, c'est une avancée notoire. L'électricité arrive dans un certain nombre de zones rurales, ce n'était pas forcément le cas auparavant. Ok ? Et encore une fois, le chant du cygne qui va être le début, ça sera la guerre de 67, défaite, perte du Golan, et on va dire le Baas de droite, représenté par Hafez al-Assad, qui va faire un coup d'État, majoritairement grâce à l'armée, parce qu'il faut savoir qu'il était minoritaire au sein du Baas politique.
Et c'est pour ça qu'il va liquider Salah Jdid et d'autres des membres du parti Baas politique. Et ce sera aussi, comme avec Sadat, j'y reviendrai, le début d'une libéralisation progressive de l'économie, même si pas aussi rapide que Sadat, et un rééquilibrage des alliances au niveau géopolitique. Maintenant, le mouvement, oh là là, je m'ai écrit ça, mouvement nationaliste arabe, on en a déjà parlé un peu lors de la précédente séance, mais pour aller rapidement, c'est un mouvement qui commence à Beyrouth, à l'université américaine de Beyrouth, avec ce professeur syrien qui est chantre du nationalisme arabe, Constantin Zrek. C'est lui qui va être l'inventeur du terme Nakba. L'objectif principal, c'est la formation d'une élite intellectuelle nationaliste arabe et réaliser l'unité arabe. Ils vont notamment participer dans les années 60 à la lutte contre les forces d'occupation britanniques de 63 à 67. Et ils vont aussi devenir progressivement pro-nassériens au fait que Nasser va devenir de plus en plus important dans cette région du monde et était perçu comme celui qui va libérer la Palestine, l'indépendance nationale et autres. Comme le reste des autres partis, la guerre des 6 jours, ça met fin à un peu cette expérience, mais les principaux membres de cette expérience vont établir des partis nationaux à ce moment-là. Et on a vu, notamment en Palestine, les principaux leaders des mouvements de gauche, du FPLP, Front Populaire Libération de la Palestine, Front démocratique et autres, viennent de l'expérience du mouvement nationaliste arabe. Vous avez la même chose au Liban, dans la nouvelle gauche qui s'exprime, ça vient aussi du mouvement nationaliste arabe. Et c'est une phase de radicalisation à travers le Moyen-Orient de cette période du nationalisme arabe. Mais voilà, la défaite de 67, c'est vraiment le chant du signe du nationalisme arabe. Et avant d'arriver à là, on voulait juste, j'en ai en partie mentionné auparavant, mais les caractéristiques communes qu'on peut dire des mouvements baassistes, nassériens et autres, c'est qu'ils sont très proches des autres mouvements tiers-mondistes. C'est une vision plutôt du contrôle par en haut, du changement par en haut, où pas forcément le changement vient par le bas. C'est contrôle, mobilisation par en haut, répression au cas où, sont pour une transformation sociale progressive des structures socio-économiques, de l'oppression et de la domination, notamment des anciennes élites, comme je vous ai dit, commerciales, bourgeoises. Et je pense que si vous lisez, alors je ne suis pas d'accord avec tout, mais les thèses de Samir Amin sur la question de la bourgeoisie compradore, ça symbolise bien cette période. Une bourgeoisie, une classe séparée à aucun moment on voit une volonté de développement de production nationale parce qu'il n'en a pas un intérêt et qui est soutenu par les anciennes puissances coloniales, qui est lié par la production de son système d'accumulation de capitaux au système surtout économique de domination occidentale ou des capitaux occidentaux. Et c'est ça aussi ce qu'ils veulent remettre en cause. Et c'est pourquoi aussi on parle de capitalisme d'État. Un des buts du nationalisme arabe, c'est de développer son propre système d'accumulation capitaliste autonome, séparé notamment des réseaux commerciaux de production européens. C'est aussi, vous avez tout ce développement à ce moment-là du système de substitution des importations. On veut développer sa propre production nationale. On veut développer son propre système d'accumulation de capitaux. Et dès lors, de facto, vous créez dans ce capitalisme d'État aussi des autres formes d'oppression, à la place que ce soit, mais avec des différences. Quand c'est l'État peut avoir des formes, de répression, parce que le principal objectif dans ce cadre-là, c'est la production et la productivité. Et si les travailleurs et travailleuses ne produisent pas assez, ils sont réprimés. Et c'est pour ça qu'aussi, dans ce moment-là, les principales fédérations syndicales qui donnent des droits, vous avez les droits des travailleurs qui sont accordés. Mais si il y a autonomie du mouvement ou organisation des travailleurs, il est réprimé. Ça, c'est aussi une caractéristique commune de tous ces régimes. C'est aucune autonomie du mouvement ouvrier est accordée. Il y a une histoire fameuse lors de l'écriture de la Constitution de 61 par Nasser. Donc il convoque tout un certain nombre de personnalités. Puis il y a les personnalités syndicales qui viennent. Puis les syndicats disent, un certain nombre de personnalités syndicales disent, les travailleurs ne sont pas assez mis en avant dans cette charte dite socialiste et autres. Puis Nasser dit, l'État commande, les ouvriers obéissent.
Et c'était vraiment l'idée, ok, aussi dans ce cadre-là. Donc c'est pour ça qu'on parle, souvent vous verrez dans une partie de la littérature académique, là encore, je revoyais des papiers, je ne peux pas dire de qui, mais en langue arabe, mais pas simplement en langue arabe, où vous verrez que les régimes nassériens, syriens sont caractérisés de socialistes. Alors que ce n'était pas du tout le cas, c'est une caractérisation qu'il faudrait appeler de capitalisme d'État, qui est la plus appropriée parce que l'État est le moteur de la production, du développement national et d'investissement au sein de l'économie nationale. Okay? Si vous interprétez les socialismes, c'est normalement un mouvement qui vient par le bas, des travailleurs, des travailleuses, des classes travailleuses de manière plus générale et qui est une sorte de forme d'autonomie. Aussi, ce qui va caractériser un autre aspect de ces régimes, c'est la répression qui peut s'abattre sur des formes ou contre, des minorités nationales. Okay? Le cas parlant, c'est en Syrie et en Irak, la répression dont font faire face dès l'indépendance quasiment, même avant l'arrivée du Baas au pouvoir, mais des populations kurdes, en Syrie et en Irak. Des politiques qui peuvent aussi s'inscrire dans des politiques, on peut dire, de formes de colonisation interne, de réexclusion et autres, et des politiques de répression très fortes. Au nom de l'arabisme, il faut savoir qu'en Syrie, les politiques sécuritaires à un moment donné vont parler on s'oppose aux sionistes de l'intérieur pour montrer le facteur exogène des populations kurdes. De même, dans la politique au nord de la Syrie, dans certaines régions, tout en les traitant les sionistes de l'intérieur, certains au sein des services de sécurité du Baas naissant ou même avant, vont employer les formes en fait qu'on peut utiliser le mouvement sioniste en Palestine par la création de petites colonies de peuplement arabe dans les régions du nord pour séparer les continuités territoriales de populations kurdes en leur donnant des meilleures technologies et autres et en cherchant à pousser des populations kurdes en dehors de ces régions. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est au nom de l'arabité, de l'arabisme, c'est de voir tout projet qui était de tentative d'affirmer des droits nationaux, de minorités nationales, comme une tentative de l'impérialisme de diviser la nation arabe, qui doit être unie. D'accord ? Et aussi, un aspect qui les caractérise tous, c'est que tous souhaitent l'unité de l'arabe, je te le prends tout de suite, tous souhaitent l'unité arabe, tous sont systématiquement opposés, l'un à l'autre, quasiment. Même quand il y avait le Baas, en Irak et en Syrie, ils se sont opposés. Et ont soutenu, alors ça sera par la suite plutôt dans le mouvement de droite du parti Baas des deux côtés, chacun des mouvements intégristes opposés pour essayer de renverser l'autre régime baasiste. Donc le Baas syrien va soutenir Hezb el-Dawa, le mouvement intégriste chiite en Irak, contre le Baas irakien, et le parti Baas irakien de Saddam Hussein va soutenir en partie les frères musulmans, mouvement intégriste sunnite, contre le parti Baas en Syrie. Donc juste, voilà. Oui, dis-moi. C'est un peu ce micmac que je ne comprends pas, et surtout par rapport à l'identité. Est-ce que c'est du coup un mouvement qui ressemble à ce qu'on avait en Europe, un genre d'État-nation? Est-ce que ça va un peu dans cette continuité-là? Mais je crois qu'il y a aussi une dimension un peu plus régionale et un peu plus... J'arrive pas à les mettre... je sais pas si tu arrives à réexpliquer justement, c'est quoi la frontière? Est-ce qu'il faut être arabe pour faire partie du nationalisme arabe? Est-ce que c'est peut-être d'être sunnite? Est-ce que c'est... J'arrive pas à trouver un peu tout ça. Alors, ce qui est clair, c'est que pour les mouvements de décolonisation, la majorité des mouvements tiers-mondistes, l'idée, c'est de construire un nouvel État-nation. Et dès lors, de facto, tu as des nouvelles formes d'exclusion qui vont avoir lieu. Nkrumah et d'autres, qui étaient des figures du panafricanisme, lorsqu'ils arrivent à leur État, ils reproduisent des formes d'exclusion contre certaines populations locales dans leur pays, alors qu'ils souhaitent le panafricanisme. Et ils vont reproduire des systèmes d'exclusion. Et c'est toute la limite de l'État-nation. C'est aussi pour ça, bon, après, ça serait un autre débat au sein des études décoloniales. Il n'y a pas, en fait, ce qui est très souvent mis en avant, c'est la reproduction d'un État-nation avec, à la place que c'est sa déconstruction. C'est ce qui est en partie intéressant, même s'il ne va pas jusqu'au bout,
dans le cadre actuel du mouvement national kurde, du confédéralisme, c'est de remise en cause de cette idée d'État-nation, qui est théorique plus que pratique, on va dire. Mais c'est de facto, par ces mouvements de décolonisation et la volonté de créer un nouvel État-nation, parce qu'à travers cette idée de nouveau nationalisme arabe, il y a aussi le nouvel homme arabe qu'on veut construire, dans les textes et tout. Donc même si, au sein du projet national arabe socialisant, que ce soit Baas, Nasser, la vision romantique et romantisée de la société arabe par les intellectuels arabes du fin 19e siècle avec la Nahda, etc., est plus matérialisée dans un projet socialiste, c'est cette vision romantique qui reste. Et de facto, quand tu veux recréer un État-nation, un nouvel homme arabe, tu reproduis des nouvelles formes d'exclusion. Et tout projet qui cherche à remettre en cause cela est perçu comme nocif ou soutenu par l'impérialisme et autres, et surtout dans des régions qui ont subi le colonialisme, qui ont subi et qui a eu historiquement une instrumentalisation qui a été faite des minorités par les puissances coloniales. Et dès lors, cela est perçu à nouveau comme une intrusion impérialiste pour chercher à diviser. Ensuite, il y avait la théorie et la pratique. Michel Aflaq, par exemple, écrivait dans ses textes, pour être arabe, il faut seulement parler la langue arabe. Donc c'était une attitude relativement ouverte, non basée sur l'ethnie. Ça, c'était la théorie. En pratique, quand il y avait des Kurdes qui voulaient rentrer dans le parti basse, ils disaient non, vous êtes quand même Kurdes. Et puis par la politique qui s'est ensuite exprimée jusqu'à aujourd'hui, et c'est une discussion là. Pourquoi il y a une partie de rejet de la dernière dite constitution temporaire en Syrie? C'est que dans les textes, ils reprennent les anciens articles des précédentes constitutions. C'est-à-dire, on parle de République arabe de Syrie, la langue arabe est la seule langue officielle, etc. Et donc, en fait, là où tu as une continuation, c'est que la construction des États-nations en Europe s'est faite sur l'exclusion, sur les échanges de population, la Première Guerre mondiale et après. Et donc, tu as une reproduction des formes de discrimination. Donc, alors, au sein des populations arabes, du nationalisme arabe, selon les pays, non, ce n'était pas une question d'être sunnite. Faut dire, non, il y avait un projet arabe, justement, on est tous ensemble. Après la création de l'État d'Israël, les politiques israéliennes aussi d'instrumentalisation des populations juives, il y a pu avoir à un moment donné aussi des formes de discrimination mises en place à la suite de la création de l'État d'Israël, même des États arabes et autres. Mais initialement, il y avait aussi des intellectuels de confession juive dans le nationalisme arabe et autres. Ils s'y inspiraient totalement. Pour eux, c'était aussi d'affirmer une identité arabe comme première. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Dis-moi, tu avais une question? Les Kurdes, c'est la seule minorité qui n'était pas considérée comme arabe? Non, alors, c'était pas la seule minorité qui n'était pas considérée. En fait, les minorités n'étaient pas considérées comme arabes, mais vu le poids de la population kurde en Syrie, étaient perçues comme une possible menace démographique. Pour te donner un exemple très concret, depuis les années 60 et même avant, les Arméniens en Syrie avaient totalement le droit de faire leurs écoles. Jusqu'à aujourd'hui, tu as des écoles arméniennes et d'enseigner leur langue, leur culture et tout, sans problème. Les Kurdes n'ont jamais eu le droit. C'était interdit. D'ailleurs, il y a eu des changements des noms des villages pour les arabiser. Ils n'avaient pas le droit de faire leur fête culturelle. Nowruz, jusqu'à maintenant. Maintenant, ils vont normalement se faire. Ça va être toléré, je pense. Ça sera par rapport au rapport de force. Mais c'était interdit. Il y avait des répressions parce que tu pouvais faire la fête du Nowruz. Parler sa langue, simplement, à haute voix, pouvait être criminalisé. Donc moi, un certain nombre d'amis qui étaient investis dans les mouvements nationaux kurdes, il y avait des cours de langue en secret pour les plus jeunes générations qui étaient donnés par les plus vieilles pour transmettre la langue kurde. Et voilà, tu avais tout un certain nombre de choses qui étaient interdites parce que c'était perçu comme une menace démographique, véritablement. Il y avait moins ça. Alors pendant longtemps, les Assyriens n'ont pas eu forcément... Les Assyriens, donc c'est un peuple de la région
qui est de confession chrétienne, à différence des Syriaques. Okay. Les Syriaques, ils sont à la fois un peuple, mais aussi une confession. Jusqu'à Bachar el-Assad, ils n'avaient pas forcément le droit de faire des écoles. Après, ils ont été accordés. Il y avait des écoles syriaques, écoles araméennes et autres. De même que les Turkmènes, pendant très longtemps, ou les Tcherkesses en Syrie, n'avaient pas forcément le droit d'affirmer une identité nationale, soit turkmène ou tcherkesse. Mais ça ne veut pas dire qu'une partie des Turkmènes sont arabisés, mais de la même manière qu'une partie des Kurdes sont arabisés. Il pouvait y avoir des personnes d'origine kurde au pouvoir en Syrie. Hafez al-Assad les intégrait, mais ils n'affirmaient pas comme une identité kurde. Et il y a des différences, c'est pour ça qu'en Syrie, une grande partie est dans le Jazir et nord-est, mais ceux qui étaient particulièrement à Damas depuis plus d'une centaine d'années, la grande majorité ne parle pas l'arabe. C'est ceux qui ont émigré des régions du nord-est, souvent qui venaient à Alep ou à Damas. Mais c'était l'affirmation d'une identité différente et par leur poids démographique. Oui. Par rapport aux mouvements nationaux kurdes qui seraient dans un régime plutôt du confédéralisme démocratique comme tu as évoqué avant, en quoi, tu as dit que c'était plus quelque chose qui était théorique que pratique, et comment est-ce qu'on peut affirmer ça du coup? Est-ce que c'est parce que justement, vu qu'il y a ce colonialisme interne qui fait qu'on n'a pas laissé qu'ils s'affirment, du coup ils n'ont pas pu le mettre en pratique, ou alors c'est le projet même du confédéralisme démocratique qui est théorique selon toi? Alors c'est une très bonne question. Déjà, il faut comprendre l'évolution du PKK, qui était à l'origine pour un État-nation kurde, à travers les territoires, surtout turcs, syriens en partie, mais c'était surtout dans le cadre de l'État turc. Il y a une évolution politique en disant ça ne va pas être possible, de toute façon. Et nous, ce qu'on cherche, c'est une démocratisation de nos propres États dans lesquels on vit, ou des États dans lesquels on vit, on va dire plutôt, pour affirmer, pas simplement une question d'affirmer une identité nationale, mais pour une véritable démocratisation de nos sociétés. Et ça faisait partie aussi d'une période dont c'est inspiré de Bookchin, un intellectuel états-unien, sur la question des municipalités et autres, mais aussi cette idée que c'était très à la mode au sein du mouvement altermondialiste et d'autres, au sein des zapatistes. On n'a pas besoin de prendre le pouvoir pour avoir le pouvoir. On n'a pas besoin de prendre le centre de pouvoir pour affirmer un pouvoir local. Mais le problème, c'est que le pouvoir local ne va jamais vous laisser tranquille. Et le meilleur exemple, c'est la Turquie. Même lorsqu'il y a des élections, les résultats des élections ne sont pas acceptés. Une répression terrible et autres. Pourquoi je dis, ce serait le pouvoir par en bas. Mais quand on voit l'expérience de l'autorité autonome du nord-est de la Syrie, encore une fois, il y a des choses très bien qui ont été faites, mais on ne peut pas caractériser ce projet politique comme contrôlé par les municipalités par en bas. Alors après, il y a des menaces de guerre, que ce soit de la Syrie, de la Turquie et autres, mais il y a ces doubles dynamiques par en haut et par en bas. Donc voilà, c'est pour dire, et qu'il reste quand même un fond parfois de nationalisme, mais c'est très intéressant, par exemple ce qui se passe en Turquie depuis plusieurs années, que ce soit avec le parti DEM, avec le parti du HDP, une alliance entre le mouvement national kurde et la gauche et démocrate, mais qui est aussi critiquée par une partie des populations kurdes en disant qu'ils ne sont plus kurdes finalement. Et ce qui est totalement normal dans le cadre qu'on n'a pas pu avoir et obtenir ses droits. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à cette idée qu'il n'y a pas besoin d'un État-nation pour achever ses droits, et au contraire, l'État-nation est une forme de limite à nos droits et dans les perspectives futures. Donc ça, c'est relativement intéressant, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, dans la défaite du nationalisme arabe aussi, avant qu'on passe dans le mouvement droitier, c'est un phénomène international. Quand on parle de l'ère rouge, vous avez les révoltes étudiantes à Paris, et dans d'autres pays, même au Liban, vous avez cela, vous avez un peu partout, mais c'est surtout l'ère rouge. Il y a une forme de radicalisation d'une partie des gens qui étaient issus du nationalisme arabe vers la gauche radicale et vers des nouvelles idées de la gauche radicale. Donc c'est qu'ils ne s'inscrivent pas du tout dans les partis communistes traditionnels, j'ai envie de caractériser un peu comme stalinien, comme l'Union soviétique et autres, et ils vont constituer cette nouvelle gauche qui va émerger, qui est un mixte entre Che Guevarisme, trotskisme, maoïsme et autres, et qui aussi va vraiment se
très souvent faire des alliances avec le mouvement de résistance palestinien qui réémerge. C'est la réémergence, pas de la question palestinienne, mais de la scène politique palestinienne, où il y a des nouveaux partis palestiniens qui vont prendre, et ça on a vu lors du dernier cours, le dessus sur l'OLP, la résistance armée, et les camps de réfugiés palestiniens vont devenir des centres, bien sûr, de résistance armée, mais des centres de résistance culturelle. Et beaucoup de gens qui vont constituer cette gauche radicale, ils quittent leur pays, que ce soit l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, ou le Liban. Ils vont dans les camps de réfugiés palestiniens, alors que ce soit en Syrie, Liban et autres, et il y a des formes de collaboration qui se mettent en place, et ils vont former cette nouvelle gauche radicale qui va dominer la scène politique, va avoir une grosse influence sur les scènes locales entre 67 et 70. Ok ? Une vraie radicalisation. Hein. Si vous parlez avec des gens qui sont dans cette période, de 67 à 73, on peut dire, dans l'armée, il y en a un qui me racontait en Syrie, qui fait partie de cette nouvelle gauche, à un moment ils sont développés d'abord, si on regarde la Syrie, ils ont constitué dans différentes villes des cercles marxistes, en se disant, pourquoi la défaite arabe ? Pourquoi la défaite de 67 ? Et donc il y a des cercles qui sont mis en place, où ils discutent, ils débattent et autres. Et il me dit, même au début des années 70, au sein de l'armée, lui était officier, on insultait nos hauts dirigeants, on lisait des trucs marxistes, il y avait les livres qui étaient posés dans... Et il y a tout, voilà, une grande dynamique. Au Liban, c'est la même chose. Ils vont dans... Lui, par exemple, va partir participer à la révolution du Dhofar, à Amman, par exemple. Il va voyager là-bas. Et il y a des expériences, ils font des échanges et autres. Partout, c'est comme ça. Et donc, il y a cette radicalisation qui a lieu, émergence de nouveaux groupes de gauche radicale, des organisations palestiniennes armées, et on a les expériences du Yémen et Oman qui inspirent dans cette radicalisation. D'accord ? Mais la crise, elle est très très profonde du nationalisme arabe, et en même temps, il y a d'autres mouvements qui vont émerger, et c'est les mouvements intégristes religieux, et il y a en même temps une consolidation des autoritarismes, et on voit très bien ça avec Sadat en Égypte, Hafez Assad en Syrie, montée de Saddam Hussein dans les années 70, qui devient le dirigeant le plus important, mais véritablement le suprême leader en 79, répression, et en même temps, quand ils voyaient cette montée de la gauche radicale, qu'est-ce qu'ils ont fait à ses débuts ? Ils ont soutenu très souvent des mouvements intégristes religieux contre eux. Okay ? Parce que la peur principale à ce moment-là, c'est la gauche radicale. Même le très dit laïque Bourguiba en Tunisie, qui n'est pas dans un régime de nationaliste arabe, plutôt libéral, va soutenir au début les mouvements intégristes religieux contre la gauche et la gauche radicale. En Égypte, Sadat fait la même chose. Même Hafez Assad fait la même chose dans les débuts des années 70 en Syrie. De la même manière, montée des autoritarismes, aide en partie aux intégrismes religieux, ils vont de plus en plus s'opposer au mouvement national palestinien. L'Égypte va faire la paix en 81. Et aussi, cette défaite du nationalisme arabe, c'est la fin du modèle de capitalisme d'État progressif, avancer vers le néolibéralisme, mesures d'austérité et des alliances politiques, rapprochement avec les États occidentaux et les monarchies du Golfe. Et on tape sur le mouvement national palestinien qui est perçu de plus en plus comme un facteur d'instabilité dans nos sociétés et un facteur justement qui inspire pour la libération, pour plus d'une société plus démocratique et autres. Donc vous avez en Jordanie Septembre Noir en 1970, massacre de plusieurs milliers de Palestiniens, y compris civils, à la suite d'opérations menées par le FPLP, Front Population Libération de Palestine, qui détourne un avion en Jordanie, et ça va servir de prétexte pour lancer des attaques tout azimut. Le mouvement national palestinien part au Liban. Au Liban, ils font aussi des alliances avec la gauche et le mouvement national libanais pour essayer d'avoir un État plus démocratique et résistant au Libanais. Le mouvement conservateur, principalement chrétien maronite, s'oppose au Liban, veut maintenir un État plutôt conservateur sur une ligne occidentale, néolibérale et autres, va demander l'aide du régime syrien pour mater ce soulèvement. Et c'est là où vous avez les premiers massacres aussi commis sous le parrainage du régime syrien, de Tel el-Za'atar, par exemple, en 76, contre des réfugiés palestiniens. Vous avez la guerre des camps, etc., etc. Une volonté, voilà, de mettre au pas le mouvement national palestinien. Et la recherche d'un compromis avec Israël. Donc c'est là où vous voyez de la fin du projet national arabe.
et surtout un autoritarisme de plus en plus important. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous parlez du Baas en Irak, et maintenant plus généralement aussi, de manière nouvelle en Syrie, le Baas qui est perçu, c'est ultra négatif. Ultra négatif. Quand vous voyez les régimes despotiques qui ont été mis en place par Saddam Hussein et par les Assad, ce n'est pas une surprise. Le Baas des années 40, 50, qui a pu inspirer les plus vieilles générations, n'est plus vraiment présent. Okay. L'héritage de Nasser en Égypte reste quand même plus positif, démocratique. Pas démocratique, plus positif. Même lorsque le président égyptien Morsi, élu démocratiquement en Égypte, arrive au pouvoir, il va dans son discours théoriquement s'inspirer de l'héritage de Nasser. Ce qui était quand même pour les frères musulmans, c'est faire du 360 ou 180 degrés, sachant qu'ils avaient souffert extrêmement sous le régime de Nasser. Mais il y avait aussi un candidat qui s'inspirait du nasserisme, qui s'appelait Hamdin Sabahi, avec ses contradictions et autres, mais qui était très populaire, qui revendiquait cet héritage. Donc il y a un héritage un peu plus positif, je dirais, de Nasser. Mais sinon, l'idée d'un nationalisme arabe, d'un projet national arabe, s'est perdue, ou n'est quasi plus existant à bien des égards, d'unité, ou s'inspirant des années 40, 50. Il y a vraiment, quand vous allez voir des anciens baassistes, nationalistes arabes, c'est vraiment, il faut aller les chercher, quoi, hein, ou vraiment des petits partis. Mais l'idée d'une identité arabe commune est toujours présente, avec ses aspects positifs et négatifs, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, et qui a pu en partie s'exprimer aussi par des renouveaux des chaînes satellitaires transnationales arabes, si vous voulez, particulièrement représentées par Al Jazeera. Mais Al Jazeera même aussi mixte, une identité arabe / islamique. Donc beaucoup moins aussi dans cette idée de 40, 50. Et aussi, il y a eu cette idée qui est revenue en force après le début des soulèvements populaires arabes, 2010, 2011, qui a inspiré quand il y avait des jeunes en Syrie, au Bahreïn, en Irak, qui voyaient Tahrir, l'occupation de Tahrir en 2011, la chute de Moubarak. C'est pas pour rien que c'est principalement dans cette région que ça a eu des inspirations. C'est pas dire que ça n'a pas dépassé. Ça a eu des relents internationaux. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais le mouvement Occupy s'est inspiré à ce moment-là, dans plus de 700 villes dans le monde, du mouvement de Tahrir en Égypte et autres. Mais principalement, c'était dans les pays à majoritairement parlant l'arabe. Donc c'est pour ça qu'il y a ces différentes contradictions. Et on verra dans le prochain cours, c'est en soi, l'héritage politique des différentes formes d'intégrisme religieux se poursuit beaucoup plus que par exemple le nationalisme arabe jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? C'était une question un peu plus tôt dans le cours sur l'idée que le bas syrien était au centre de toute arabe et de ces musulmanes, et tout en étant laïque. Comment ça fonctionne un peu cette idée de dire on est laïque, mais le fondement de l'arabisme c'est l'islam? La réponse est dans votre question. C'est pour ça qu'il y avait toujours, si tu veux, cette contradiction était toujours existante. Une des affirmations, des explications, c'était de dire le Baas, particulièrement en Syrie, et ses inspirateurs, comprenaient bien dans les années 40, 50, le fait qu'un de ses fondateurs et un grand nombre de sa base sociale est multiple et diverse, pas simplement musulmane sunnite. Et que la majorité de la population, et qu'il y avait quand même un poids d'hégémonie, j'ai envie de dire, au niveau des idées culturelles de l'islam sunnite dans cette région, de dire, on ne va pas complètement se dire laïque. En plus, les intégristes religieux ne font que de présenter la laïcité comme une forme d'athéisme. Alors, autant la laïcité peut être acceptée, autant l'athéisme, c'est très compliqué. Et souvent, c'est l'accusation qui ressort. Donc, donnons une place qui est plus culturelle à l'islam comme fondement de l'arabisme, pas en contradiction. Et c'est là où peut émerger par la suite des contradictions. Mais c'était ça l'idée, d'essayer de merger les deux tout en... Alors je ne dirais pas vraiment le base des origines, c'est vraiment dans une orientation laïque, laïcisante en tout cas.
sans vouloir forcément l'affirmer. Et quand il y a eu des tentatives plutôt de base radicale de gauche de aller plus vers une forme de remise en question des élites religieuses, mais quelles que soient les confessions, eh ben, quand on a vu beaucoup de résistance, on a dit on ne s'attaque pas à ça, ça c'est secondaire. Concentrons-nous sur les mesures sociales, économiques et autres. Donc c'est pour ça que je dirais, la réponse est dans ta question. Cette contradiction est toujours restée présente. En comparaison, le Parti social national syrien, qui est un parti qui prend ses origines dans le fascisme européen, était beaucoup plus clair sur son laïcisant, mais était très anti-arabe. Il se présentait comme syrien, et d'ailleurs incluait Chypre dans la grande Syrie, et avait une grande force avait une certaine popularité au sein aussi des minorités religieuses et autres, dans un projet plutôt laïque, mais plutôt de droite, petite bourgeoisie, de droite, et qui s'inspirait d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il faut prêter serment sur le fondateur, si on veut rentrer dans le parti. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, pardon. En quoi la Russie était arriérée ? Alors le terme, faire attention, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être pas le meilleur terme à utiliser, ça peut être compris de manière connotation négative. Quand on parlait dans les anciens textes, entre guillemets, de marxisants ou marxistes, d'un pays arriéré, c'est-à-dire dire dans son développement économique, son développement politique. Développement économique, la Russie est un pays qui n'est pas forcément très, au niveau de son industrialisation, au niveau de son système politique, comparativement aux démocraties dites libérales du début du XXe siècle en Europe, pas avancé. Et en retard par rapport à ça. Et encore une société très rurale, peu urbanisée, avec un système industriel qui est principalement le fait des investissements à l'époque français et européens. Et c'est là où il y a un développement d'une petite classe ouvrière, mais qui reste relativement petite encore. Aussi des systèmes mixtes de servage qui existaient encore, ce qui n'était plus le cas dans un certain nombre de pays d'Europe occidentale, où on a déjà le développement du capitalisme beaucoup plus développé. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle d'arriération, mais pas dans une société que les gens sont arriérés. Voilà. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus un terme qui est moins utilisé, parce que justement peut être perçu comme péjoratif, mais c'est vraiment dans son système de développement économique et politique. Le système tsariste était caractérisé comme tel. Et voilà, et de passer d'une société dite arriérée à un système très industrialisé, avec une force militaire sans précédent sous Staline, est perçu pour des pays dits de la périphérie comme quelque chose de très positif, sans voir les destructions que ça a pu causer sur la nature, sur les humains, sur la société, sur le système autoritaire et despotique qui a pu être mis en place. Ouais. Est-ce que les monarchies du Golfe étaient considérées dans le nationalisme arabe? Est-ce que c'était dans le projet de les inclure aussi? Et du coup, comment ces monarchies se positionnaient par rapport au nationalisme, sachant qu'ils étaient un peu plus en accord avec l'Ouest et le peuple? L'unité arabe, telle que pensée par les penseurs, ça allait, comme ils le disaient, du Golfe, donc eux qu'ils appelaient arabique, pas persique, jusqu'à l'Atlas. Donc l'Afrique du Nord, si tu veux, quasiment des États arabes aujourd'hui. Même ce nom a fait débat. Pourquoi ça s'appelle tout le monde l'appelle la Ligue arabe. Mais ça a été un combat quand ça a été formé, de dire on ne veut pas une Ligue arabe, on veut une Ligue des États arabes. Et en fait, à l'époque, donc c'est la Ligue des États arabes qui est née sous... c'est poussé par la Grande-Bretagne. Et une partie des États arabes nouvellement indépendants ont peur des volontés des hachémites qui se proclament comme chantres d'une forme d'unité arabe, pas dans le cadre du projet national arabe comme on l'a vu aujourd'hui. Et on dit on va appeler ça Ligue des Arabes. Mais eux voulaient inclure d'autres États, tels que la Syrie, possiblement la Jordanie. La Jordanie et l'Irak étaient eux les hachémites, intégrés Syrie, Liban, Palestine et autres. Et c'est l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Syrie qui ont dit non,
il faut que ça soit écrit dans la Ligue des États arabes, déjà Ligue des États arabes, et souveraineté reconnue de chaque État. Donc contre, possiblement. Après, oui, bien sûr ils étaient inclus, mais les monarchies du Golfe vont être ultra opposées au nationalisme arabe, par leurs projets socialisants, par leurs alliances politiques, et c'est là où le wahhabisme de l'Arabie Saoudite va être extrêmement utilisé pour faire face au projet national arabe. Le projet national arabe est présenté comme un complot juif, athée et autres. Et le communisme, c'est encore pire. Et la véritable bataille, c'est les radios, les réseaux d'influence utilisés d'un côté par l'Arabie Saoudite face à la radio du Caire, qui à cette époque-là écoutée à travers le monde arabe de Nasser. Donc non, ils étaient opposés politiquement de manière très forte. Ça s'est matérialisé notamment au Yémen, mais ça s'est matérialisé dans d'autres combats d'influence politique. Par exemple, au Liban, l'élection du général Shehab au Liban, qui est une sorte de 58, il venait de l'armée libanaise, est un deal entre les États-Unis / l'Arabie Saoudite, mais surtout les États-Unis, et Nasser, son élection, à la suite d'un soulèvement populaire qui demandait la République arabe unie. Donc il y aura ce genre de combat qui sera très présent. Donc eux, et c'est aussi pour ça que les États-Unis vont tellement soutenir, si on veut dire, la réaction arabe ou le conservatisme des monarchies et autres, et il y avait des officiers, même on les appelait les princes rouges. En Arabie Saoudite, certains princes étaient attirés par le nationalisme arabe. Ils vont être exilés, d'autres, voilà. Mais il faut juste imaginer si l'Arabie Saoudite était tombée sous un régime nationaliste arabe, ça veut dire que ça remettait en cause à la fois le modèle de développement au niveau international et des pays d'Europe qui bénéficiaient d'un pétrole à très bas marché. Il faut se replacer, c'est à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, redéveloppement industriel, ils ont besoin de ce pétrole à bon marché. Et un régime nationaliste arabe aurait pu utiliser l'accumulation de capitaux de cela pour le développement de la région et leur propre population. Et bien sûr, les princes de monarchie du Golfe, ils voulaient accumuler pour eux, un petit peu. Donc c'est pour ça qu'ils s'opposaient à ce nationalisme arabe. Oui, madame. Moi j'avais une question, je ne sais pas si ça n'est pas en lien, mais c'était sur le nationalisme arabe en Mauritanie et au Soudan. Parce que du coup c'est des pays où ils parlent arabe, mais qui sont beaucoup considérés comme des pays plus africains qu'arabes, pays arabes. Et du coup c'est un peu, est-ce que je crois qu'ils font les deux parties de la Ligue arabe, et c'était juste un peu pour savoir... Non, mais vous avez tout. C'est une des. Alors, j'ai pas parlé de ces États, mais c'est des très bons exemples pour dire répression des minorités nationales. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à un Sud-Soudan demandant sa propre autonomie et son État, parce qu'il y avait une domination qui était à la fois / Alors là, ça sera plus fait par le mouvement, pas simplement, mais en partie des frères musulmans au Soudan qui vont arriver au pouvoir grâce à un coup d'État militaire, qui vont imposer, un régime / arabisant / islamique. Qui sera en totale opposition et discriminatoire envers les populations du Sud, qui sont chrétiennes et d'autres, animistes et autres, et sans parler des massacres qui ont pu avoir lieu et autres. Donc ça, le Soudan, on le voit jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a d'autres dynamiques qui peuvent avoir lieu, notamment Darfour et autres, mais il y avait cela. Si on regarde les pays d'Afrique du Nord, en partie l'Algérie, mais il y a la question amazigh / berbère, qui pose toujours problème jusqu'à aujourd'hui. Selon les États, ça dépend. L'Algérie avait notamment essayé le Hirak algérien de criminaliser le drapeau amazigh, en disant que c'était un facteur de division et autres, malgré que la langue est reconnue. Et Mauritanie, c'est la même chose. Donc ces politiques d'arabisation étaient souvent un problème, et d'imposition d'une certaine identité à la place de la reconnaissance à diversité, notamment aussi par rapport à la Kabylie, etc. etc. Donc c'est ce que, un peu, ça rejoint la question de Elias au début, cette question de... Mais vous avez aussi des comparaisons dans la création d'un nouvel État-nation, une tentative d'homogénéisation de l'identité nationale pour effacer les différences. La France, quand on regarde son processus d'homogénéisation de la langue, des peuples, des identités, c'était cela aussi. Il y a plein d'autres exemples comme ça, d'homogénéisation. C'est tout le problème, en fait. Il y a tellement de problèmes avec l'État-nation, mais c'est ça aussi.
de nier ces diversités et autres, et que aussi on a pu voir ces dynamiques dans des pays qui ont subi eux-mêmes la colonisation et autres. Parce que le modèle dominant, qui reste jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs le modèle dominant, c'est le modèle d'État-nation, malheureusement. Ouais. J'aurais aimé que, si c'est possible, de définir un peu plus le panarabisme ou les panarabismes, parce que je vois que des fois c'est mis au pluriel, et en comparaison du nationalisme arabe, parce que là tu as vraiment parlé du nationalisme arabe, et une fois tu as fait évoquer, je sais plus sous les yeux, le panarabisme, mais est-ce que tu peux vraiment faire la distinction entre... Pour moi, là, c'est synonyme. J'aurais pu dire mouvement panarabisme, mouvement nationaliste arabe, parce que la division principale, c'était, si tu veux, à cette époque-là, ceux qui sont régionalistes et nationalistes. Alors, régionalistes, c'était les panarabistes, et les nationalistes, c'était ceux qui s'intégraient simplement dans leur patrie, qui étaient vus négativement. Donc ça, il y avait aussi des accusations à l'intérieur des mouvements panarabistes en disant vous pensez d'abord simplement à votre patrie, à la place d'être, ou bien c'était le contraire par exemple. Les nationalistes étaient les panarabistes et les cotriines c'était les régionalistes. Donc jusqu'à récemment, la Syrie s'était présentée dans les statuts internes du Baas et dans les discussions, c'est une région. On parle de la région de Syrie dans le cadre de la nation arabe. Donc les mouvements panarabistes, c'est ceux dont j'ai parlé. Après, tu avais les mouvements qui sont devenus dominants, qui sont maintenant les mouvements nationalistes dans un cadre national. Et qui va être un peu pas celui qui va lancer là, mais qui est un slogan qui va revenir un peu partout. C'était Sadat en Égypte qui va dire maintenant, et pour justement casser le lien avec la Palestine, avec la région, Masr Awalan, l'Égypte en premier. Et on retrouvera ce slogan repris par Bachir Gemayel, donc fondateur de l'extrême droite des forces libanaises au Liban. Il va reprendre ça, Lubnan Awalan, et qui sera repris par Hariri, père, dans les années 2000, 90-2000, et ça va devenir un peu le slogan de tout le monde. D'abord nous, et on verra pour la Palestine, Inch'Allah. C'est l'idée de préférence nationale un petit peu, ça. Alors, Au sens de facto, il y a, oui, non, c'est plutôt de focaliser sur notre État, la question palestinienne. Bon, voilà, on a assez sacrifié. Ça, c'était surtout ce qui ressortait dans les années 70, 80. On a assez sacrifié pour la Palestine. Maintenant, il faut penser à nous. Est-ce que du coup, cette idée-là, elle glisse vers l'intérieur dans le sens où il y a du coup une idée aussi de privilégier les citoyens, entre guillemets, ceux qui ont la citoyenneté du pays au détriment des personnes venant de l'extérieur, qu'elles soient réfugiées En partie, oui. En partie, oui, parce que si on regarde le traitement des travailleurs arabes dans les différents pays arabes, il y a une difficulté qui est de plus en plus importante à partir des années 70-80, mais aussi qui est liée notamment à la monarchie du Golfe, dans le lien qui est fait entre mouvements ouvriers locaux et les travailleurs arabes, où il y a beaucoup plus de collaboration par la langue, par la culture, et beaucoup de travailleurs arabes étrangers, égyptiens, syriens, libanais, palestiniens, arrivent avec des idées socialiste, de gauche, nationaliste arabe, et qui va pousser tout cela. Et c'est là où on a déjà des restrictions qui sont faites, ou par rapport aux réfugiés palestiniens, c'est-à-dire les travailleurs palestiniens au Koweït, après, parce que l'OLP soutient la guerre d'invasion irakienne du Koweït, en 91, le Koweït va virer plus de 200 000 à 300 000 Palestiniens du Koweït après cela, parce que l'OLP aurait soutenu. Et on voit aussi qu'initialement, la Syrie, qui avait donné la quasiment totalité des droits aux réfugiés palestiniens, sauf la nationalité, les Jordaniens ont donné la nationalité jordanienne aux Palestiniens, mais dans un objectif un peu différent, tout en, ils devaient recevoir l'aide de l'UNRWA et autres, donc ça aussi, ça posait des questions, mais aussi en Syrie. Mais un certain nombre de Palestiniens, jusqu'en 67, peuvent rentrer dans l'armée, peuvent être officiers et autres. Hein. Après, ils auront leurs propres institutions. Et après, à Hafez al-Assad, il va y avoir beaucoup plus de restrictions. Au Liban, par contre, depuis le début, il y a une restriction imposée aux réfugiés palestiniens. Ils sont très très mal. Ils sont interdits de travailler dans un certain nombre de secteurs et autres. Et le message dominant d'une partie des historiens libanais, de la classe politique libanaise,
sera que la cause principale de la guerre civile, ce sont les Palestiniens. Ok, super. Merci beaucoup pour votre attention, puis on se voit la semaine prochaine. Hein.